Aujourd'hui, on va parler de Nvidia et de l'énorme et folle ascension qu'elle a faite et on va voir s'il y a un changement de paradigme, si ce n'est que le début ou si on est clairement dans une bulle avec toutes ces bougies. Surtout que quand on voit ici, depuis mars 2020, on a pris plus de 1000%, ce qui est énorme. Et même si on passe en vue logarithmique, si on passe là, on voit quand même que même depuis un moment, on est quand même sur plutôt une tendance très haussière parce que là, on est en logarithmique. Donc, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus soft. Et là, pourtant, on voit bien qu'on repousse toujours les limites. Alors, est-ce qu'il y a une bonne raison? Est-ce que c'est de la surévaluation? Est-ce que c'est un peu des deux? On va essayer de faire une petite réflexion par rapport à ça. Alors on va pas forcément regarder tous les ratios, le but est de voir ici, quand on met le screener 2, le price to free cash flow, on voit qu'on a un price to free cash flow de 103, ce qui est énormissime. Oui, alors on l'aurait deviné avec cette progression ici, puisque c'est souvent de l'anticipation et non pas des gains immédiats. En général, quand on a une ascension comme ça, c'est ou qu'il y a eu une extrêmement bonne nouvelle, quelqu'un vient de signer un contrat et du coup le cours s'ajuste, ou alors le secteur vient de profiter d'une envolée, comme par exemple l'IA, et forcément ça s'envole aussi, mais c'est rarement par des bénéfices qu'on vient ou des free cash flow qu'on vient de découvrir dans les bilans. Souvent, la bourse anticipe et donc là, c'est parce que le marché est porteur, que l'intelligence artificielle va révolutionner absolument tout et que tout le monde va se mettre à commander des puces, des cartes graphiques, etc. à gogo pour justement aller toujours plus vite, toujours plus loin. Il n'empêche qu'on a quand même un price free cash flow de 104, ce qui est énormissime, mais comme c'est une société qui est en croissance, c'est normal que bien souvent on réinvestisse absolument tout ce qu'on a, voire plus que ce qu'on a, qu'on rachète des concurrents, qu'on investisse, qu'on s'agrandisse, bref, et que souvent le free cash flow ce n'est pas pour tout de suite, c'est plutôt le bénéfice net par action. Donc on va aller voir au niveau du PER, puisque c'est ce que le marché regarde, et on verra si on est plus petit. Non, pas du tout, on est à 96, qui est encore une fois énormissime. Donc on se dit qu'on va aller voir s'il y a des bénéfices records attendus, s'il y a quelque chose d'énorme, ou si ça va se faire en croissance tout doucement, mais que le secteur est extrêmement porteur. Pour ça, on va aller voir ici, finance, et on va se mettre sur projection des revenus annuels. On a ici 12,37 l'année dernière, normalement 21 et quelques qui vont se produire cette année. Alors là-dessus, je n'ai pas trop de crainte, même si on peut toujours avoir un problème, un conflit géopolitique, peu importe. Mais globalement, sur l'année, comme il y a le carnet de commandes, ça devrait être plutôt fiable, à quelques pourcentages près. Et on a une croissance encore ici à 25 et à 29, donc presque 30. Donc on voit bien ici, en quelques années, on passe de 12 à 30, ce qui est énormissime. Et on voit bien que d'ici, on partait de très loin. Mais la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir tenir cette cadence et surtout, est-ce que ça justifie la valorisation actuelle? Puisque quand on voit que cette année, mettons qu'on fasse du 20 et ici du 30, on voit bien qu'entre ici et là, on fait plus 50%. 50% de 20 étant 10, donc on est à 150%, donc on fait plus 50% de croissance en 2 ans. Il n'empêche que même avec un PER de 96, allez, même si vous êtes en forme et que vous faites x2 dans 2 ans, vous aurez encore un PER de 50, ce qui est énormissime. Et si ça double encore au bout de 2 ans, ça veut dire que dans 4 ans seulement, vous aurez un PER de 25. Donc déjà, dans 4 ans, ce sera un PER qui est relativement élevé, mais c'est sous couvert que ça double tous les 2 ans, donc on fasse un peu moins, mais globalement du 50% par an. Et là, on était sur du 50% tous les 2 ans, ce qui voudrait dire qu'on double tous les 4 ans, ce qui voudrait dire qu'on ferait 1 x 4, donc 2 x 2, au bout de 8 ans, ce qui fait qu'on aurait un PER de 25 dans 8 ans. Donc investir aujourd'hui, c'est penser qu'on pourra maintenir un taux de croissance de 50% à cette allure-là et qu'on va le tenir pendant les 8 prochaines années. C'est toujours possible et c'est ce que Nvidia nous dit au travers de ses rapports, mais on va aussi voir qu'il y a d'autres éléments qui peuvent fortement réduire cet optimisme et qu'on n'est pas forcément sûr de pouvoir faire une telle croissance. Alors dans une des pages de leur dernière présentation, ils expliquent pourquoi on va avoir une accélération des ordinateurs, des puces, des cartes graphiques, etc. Et ils expliquent que forcément la croissance au niveau du besoin de puissance n'est absolument pas linéaire et proportionnelle, elle est exponentielle. Ce qui fait que quand vous avez besoin de générer 2 fois plus de calculs 2 fois plus vite, vous n'avez pas besoin de seulement 2 fois plus de puissance, c'est beaucoup plus important que ça. Et donc on a les explications ici qui nous disent qu'on a 1000 fois en 10 ans. Bon, c'est peut-être un peu optimiste, mais globalement, c'est une vérité absolue
On ne peut pas juste doubler comme ça pour avoir le double performance, il faut beaucoup plus de puissance de calcul pour faire quelque chose. Et encore une fois, ça dépend aussi du calcul. Quand il vous suffit de faire des tableurs, par exemple du Excel à forte puissance, donc des calculs, par exemple des calculs météorologiques dans des matrices, etc., ça va, même si aujourd'hui on pourrait dire que c'est compliqué puisqu'on intègre de plus en plus de paramètres différents comme les vents, les courants, la météo, la lune, etc. Mais globalement, quand vous devez faire de l'intelligence artificielle ou que vous voulez faire du métaverse, il y a énormément plus de données à prendre en compte et en simultané, ce qui fait que les puissances de calcul doivent être faramineuses. Une autre page où il nous montre, il nous justifie pourquoi on a une accélération comme ça. On voit les chiffres ici qui sont quand même de 1,8 million à 4,5 en 2023. On passe de 6 000 à 15 000, de 700 à 3 milliards 2 ou à 3 200 et de 20 à 48. On voit bien qu'en l'espace de 3 ans, ces chiffres sont phénoménaux puisque on double, on triple, on quadruple. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout accélère et tout va toujours plus vite. Donc, Nvidia montre qu'on est sur une croissance qui va de plus en plus vite et que forcément, ils sont leaders du marché, donc ils vont profiter de cette croissance. Il nous explique au passage que forcément il y a des tonnes de calculs dans tous les sens et que ça sert absolument pour tout, pour la représentation 3D, donc la CAO, pour tout ce qui est la médecine, l'audio, etc. Bref, tout y passe, mais surtout pour tout ce qui est le séquençage avec les protéines, forcément, dès que ça touche au domaine médical, il faut des millions de données. Pour la 3D, la CAO, vous avez aussi besoin pour faire des simulations d'efforts, de structure, de dynamique, etc. C'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de puissance de calcul. Bref, tout y passe et forcément, le point commun à chaque fois, c'est Nvidia, puisque peu importe le domaine, vous avez besoin de fortes puissances de calcul pour sortir du résultat, non pas rapidement, puisqu'à la limite on pourrait se dire qu'on attend 1 heure ou 2 de plus pour avoir le même résultat, c'est que certaines fois, il n'est juste tout bonnement pas possible de le faire, puisque la machine n'est pas assez puissante. Et une des dernières diapos que je voulais vous montrer, c'est 1 trillion pour le long terme, forcément, puisque derrière on entend le cloud, les entreprises, on a tout ce qui est la robotique et les véhicules autonomes et la digitalisation industrielle. Forcément, tout ça, il y a beaucoup de choses là-dedans, puisque vous l'aurez compris, il ne suffit pas de mettre des puces et des cartes graphiques dans un ordinateur juste pour qu'ils puissent tourner en boucle et faire des simulations, de la météo, de l'intelligence artificielle. Il y a aussi en temps réel, dans les véhicules, tout ce qui est la digitalisation, l'intelligence artificielle intégrée dans des robots, dans les clouds, etc., le traitement de données. Bref, le monde va toujours plus vite, toujours plus loin, et sur tous les secteurs. Donc forcément, tout ça, ce sera équipé, et donc c'est du très long terme. On est sur un marché extrêmement porteur. Donc oui, effectivement, on est d'accord avec ça. Le marché est très porteur et sur le long terme, c'est quelque chose d'extrêmement profitable. Seulement, il n'y a pas que. Il y a des tonnes de concurrents actuels et qui vont émerger. Alors oui, ils ont peut-être un avantage concurrentiel, mais ce n'est absolument pas sûr et défini pour les 10, 20, 30 prochaines années. Il y a peu de chances aussi qu'ils arrivent à être partout, absolument sur tous les secteurs et qu'ils ne se fassent concurrencer sur aucun, puisque ce n'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, par exemple, sur l'intelligence artificielle, enfin sur la génération de puces et de cartes graphiques pour l'intelligence artificielle ou pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, mais peut-être que par exemple pour tout ce qui est dans l'automobile ou peut-être pour la digitalisation ou les clouds, ce ne sera pas le cas. Il faut savoir que donc c'est un marché porteur, mais même si la croissance au long terme est là, il faut qu'ils arrivent à eux croître en tant qu'entité, en tant que société, puisque ce n'est pas parce que le marché grandit et qu'il est énormissime et extrêmement profond que vous arrivez à dénicher les talents, que vous arrivez à avoir les emprunts qu'il faut, que vous arrivez à déposer les brevets qui vont vous sécuriser, acheter de plus en plus de sociétés, d'entrepôts, de machines, etc. Donc il y a aussi le phénomène de société et surtout de carnet de commandes, d'endettement, etc. qui permettent d'avoir une excellente croissance. Et sur ce côté-là, il pourrait y avoir des vents contraires. Alors il y a plusieurs articles, là je vous en ai mis un qui est relativement récent, mais il y en a des dizaines d'autres sur les différents problèmes que Nvidia pourrait avoir pour le carnet de commandes. Nvidia anticipe un 4e trimestre supérieur aux attentes, très bien, mais la Chine préoccupe toujours. Quand on passe ici, Nvidia fait état mardi d'une prévision de chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le 4e trimestre, citant des chaînes d'approvisionnement plus fluides, mais anticipe des ventes moroses en Chine, et a pour effet de peser sur son titre qui a plus que triplé sur l'année. Donc très bien, ça a triplé, ça veut dire en théorie, alors sur le court terme ce n'est pas vrai, mais quand c'est du long terme, quand une boîte a triplé de valeur, c'est souvent qu'elle est 3 fois plus profitable. Évidemment, ça c'est sur le long terme. Sur le court terme, il y a des hausses, il y a des baisses qui sont tout le temps excessives, mais globalement sur le long terme, le marché est efficient. Oui, sur le long terme, le marché est efficient d'une manière générale. Il y aura toujours des exemples et des contre-exemples, mais globalement, quand une valeur fait x10 sur son bénéfice sur une dizaine ou une vingtaine d'années, la valorisation en général suit à peu près proportionnellement. Nvidia, qui a recours à des fabricants externes comme TSMC pour la production de puces, avait indiqué au préalable qu'ils anticipaient une amélioration continue, etc. Ce qui
compte ici, c'est plutôt le fait que, parce qu'on se dit que la Chine, il y a un ralentissement, oui, mais si la Chine représente environ 3% des ventes, ce n'est absolument pas inquiétant et ce sera juste un petit moment à passer et à justifier aux investisseurs. On le voit d'ailleurs ici, Nvidia a toutefois prévenu qu'un quart des ventes de sa prévision de centres de données provenaient de Chine et d'autres régions comme le Moyen-Orient, désormais concernées par cette nouvelle restriction du gouvernement américain. On n'est donc pas forcément le Moyen-Orient, enfin il y a la Chine et le Moyen-Orient qui représentent un quart, donc peut-être que le Moyen-Orient représente à peu près la moitié, donc un huitième, mais c'est quand même un huitième, voire un sixième qui peut s'envoler. Donc on voit bien que déjà une croissance phénoménale a déjà du vent de face et on ne parle pas encore des problèmes d'approvisionnement ou juste du délai. Il suffit que le carnet de commandes soit toujours plein mais que Nvidia n'arrive pas à suivre la cadence et que le chiffre d'affaires prévu pour 2024 déborde un petit peu sur le premier ou le deuxième mois par exemple de 2025, et bien déjà si vous avez 2 mois de retard, c'est 2 mois de chiffre d'affaires que vous avez en 2025 et pas en 2024, 2 mois sur 12, vous avez quand même un sixième qui part. Donc si vous avez déjà un quart, voire un cinquième, voire un sixième qui sont un petit peu amputés, plus un peu de délai d'approvisionnement, vous avez également encore un sixième. Bref, vous comprenez bien que faire une croissance de 50% par an sur les 20 prochaines années, ou x2 tous les 3-4 ans sur les 20 prochaines années, ça paraît difficile. On ne parle même pas ici de la profondeur de marché, on ne parle même pas ici de l'avantage concurrentiel, on parle juste de quelque chose qui est un raisonnement simple, pas simpliste, mais simple, juste pour voir si est-ce que la valorisation est parfaitement calibrée aujourd'hui ou est-ce que le marché s'est un petit peu emballé et que oui, Nvidia reste une magnifique société, oui, elle a de l'avenir, mais peut-être qu'un PER de 100, c'est un petit peu trop, surtout au vu aujourd'hui du marché qui a l'air prometteur sur le long terme, mais qui a l'air d'avoir quelques vents contraires sur le court terme. Juste pour finir ici, je vous mets une droite de régression. Alors, je l'ai mis sur une vingtaine d'années. Attention à voir aussi si le business model de la société n'a pas changé. Encore une fois, une droite de régression, c'est absolument comme tous les autres indicateurs. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui dit vert qu'il faut acheter. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui dit rouge qu'il faut acheter. Il faut en mettre plusieurs puisque ça peut être biaisé. Parce que mettons que jusqu'ici, Nvidia vendait des pommes et aujourd'hui l'activité qu'elle fait, eh bien par exemple, on n'aurait pas du tout le même business. Donc forcément, on ne peut pas comparer deux sociétés différentes avec deux business models différents. Donc attention, c'est à prendre avec des pincettes. Les business évolue, Nvidia a évolué, mais globalement c'est juste pour montrer que là on est vraiment au-dessus de deux écarts types et qu'on continue de monter. Il y a quand même, on le sait, de fortes probabilités, en général 98-99% quand on se situe là, que ça reparte vers le bas. Attention, il y a toujours du coup 1 ou 2% de probabilité pour que ça continue de monter. Et comme l'auto, même si les chances sont contre vous, il y a des gagnants. Mais globalement, si vous devez investir en bourse, j'ai pas dit jouer en bourse, j'ai dit investir en bourse, si vous devez investir en bourse, en général, vous écoutez les probabilités, sauf si vous êtes absolument certain que le marché n'a pas vu quelque chose et que ça peut encore monter sur le court terme. Il n'empêche que globalement, si vous faites confiance aux probabilités et que vous analysez un petit peu le marché, il est possible que vous disiez que ça peut redescendre à un moment donné ou consolider ou rester à plat. Bref, ça ne veut toujours pas dire que Nvidia est une mauvaise valeur. La personne qui était ici aurait pu se dire la même chose et des années après, on est bien plus haut. Mais il faut avoir conscience que quand on est monté très vite, très haut, très fort, on peut passer par quelques années, quelques mois de stabilisation, de descente. Bref, on comprend bien qu'ici, on a mis un petit temps avant de revenir comme ça l'était. Ça ne veut toujours pas dire que Nvidia est une mauvaise société, ça veut juste dire qu'il faut s'attendre à, quand c'est monté très vite, très haut, très fort, qu'on puisse latéraliser et ne pas forcément avoir le rendement attendu immédiatement. Il faut donc être patient. Si vous êtes un investisseur confiant dans votre analyse et confiant dans le potentiel de la société, alors ça ne vous dérangera pas d'être bloqué quelques mois ou années si vous êtes certain de votre choix. Si vous avez quelques doutes, il est peut-être bon d'attendre ou même mettre juste une pièce pour voir, pour suivre le mouvement et de creuser le dossier, même si la hausse continue sans vous, avec une petite pièce, vous ferez partie du voyage. Et si vous êtes extrêmement convaincu sur le dossier, alors à ce moment-là, vous mettrez tout ce que vous pouvez à la hauteur de vos convictions, mais globalement, vous serez sûr, puisque quand on le voit ici, vu la montée qu'il y a, il faut être absolument certain, puisque si à un moment donné même ça corrige et que ça passe de 731 à 600, ce qui ne serait pas une correction très forte non plus quand on voit la montée qu'il y a eu en seulement 2-3 ans, si jamais ça descend à 600, il faut quand même accepter ici d'avoir perdu 10-20% de sa position et de voir le vide en dessous qui se situe, et il ne faut absolument pas avoir peur, il faut même plutôt renforcer si vous êtes convaincu. Donc pour ça, comme d'habitude, étudiez le dossier, regardez le management, regardez le marché, regardez ce qu'il est possible de faire et le potentiel qu'a Nvidia et estimez, valorisez et vérifiez si la valorisation actuelle vous paraît crédible et si pour vous, vous êtes à l'aise avec ce prix-là. Si oui, alors foncez, sinon, attendez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.
Salut!